On est jeune, on n'a pas d'expérience, on veut juste transmettre quelque chose de d'authentique en fait. Bonjour, je suis Oumi Ahmed Mikidash et vous écoutez Radio Era Environnement. Je reçois aujourd'hui une étudiante de l'école des mines Nancy Artem, Louise Legrand. Elle partira avec Hugo Laval en Australie dans le cadre d'un documentaire. Bonjour et bienvenue, Louise. Bonjour! Donc, dans quelques jours, vous vous rendrez ensemble avec Hugo Aval, qui n'est pas là aujourd'hui. Vous vous rendrez ensemble en Australie pour réaliser un documentaire sur la région de Dintry, au nord-ouest de ce pays situé en Océanie, donc en Australie. Vous vous rendrez donc dans la forêt présentée comme la plus ancienne au monde, qui aurait 130 millions d'années. Elle est donc plus ancienne que la forêt amazonienne. Elle est aussi présentée par les guides de voyage comme un véritable sanctuaire où se côtoient des milliers d'espèces animales et végétales aux côtés des populations autochtones. Sans plus tarder, je vous donne la parole. Je le disais lors de ma présentation, vous êtes étudiante. Comment est née votre volonté de vous rendre en Australie et quel lien faites-vous avec vos études? Alors juste pour préciser, moi je suis au département énergie et c'est Hugo qui est au département mathématiques. Donc on n'est D'accord. pas dans le même département. Donc, Hugo Laval, lui, est donc étudiant au département Oh, mathématique de oui, l'école des mines et vous êtes plutôt sur les questions d'énergie. ouais, Je c'est ça. reprends donc ma question. Comment est née votre volonté de vous rendre en Australie et quel lien faites-vous avec vos études en lien avec l'énergie? Alors l'idée est venue de Hugo parce qu'en fait lui il fait de la vidéo depuis qu'il est petit et il a fait beaucoup de projets avec l'école des mines parce qu'en fait l'école des mines s'associe avec l'ENSAD, donc l'école des arts de Nancy, sur des projets photo, vidéo. Donc Mhm. c'est plus lui qui aime ça de base et moi c'est plus le côté environnemental qui m'a intéressée dans ce projet quand il me l'a proposé. D'accord. Euh, Parce que voilà, aujourd'hui, voilà, on sait que c'est un peu catastrophique environnementalement parlant. Donc c'est pour ça que j'ai accepté. Parce que là, en fait, on a 8 mois, donc on est en année de césure. On a 8 mois à notre disposition, entre guillemets, où on peut faire ce qu'on veut. Donc en fait, c'est la seule fois dans notre vie où on a ce temps dédié pour une cause qui nous tient vraiment à cœur avant de rentrer dans la vie active. Donc c'est pour ça qu'on a eu cette idée-là. Voilà, c'est le dernier gros voyage de notre vie parce qu'on sait que l'empreinte carbone est assez conséquente et Oui. on en est conscient. Mais voilà. Et l'Australie, en fait, comme vous l'avez dit, c'est un pays très riche. Donc déjà culturellement, avec la population aborigène qui est là depuis des milliers d'années et qui est un peu laissée de côté par la société aujourd'hui. Donc c'est vrai que nous, c'est pour ça qu'on est très intéressés. C'est de voir aussi leur point de vue, parce que c'est vrai que eux ils mettent vraiment la nature au cœur de tout ce qu'ils font, de leur vie, de leurs croyances. Et voilà, on pense qu'on a beaucoup à apprendre de ce peuple. Euh, et on devrait parfois, je pense, s'en inspirer un peu, vu comment des fois, nous, on bafoue la nature de notre côté. Et voilà, il y a énormément de climats différents, énormément d'espèces présentes en Australie, mais également dans cette forêt, il y a énormément d'espèces endémiques, donc on retrouve que dans cette forêt. Et le fait que cette forêt soit connectée à la Grande Barrière de Corail, qui est quand même le seul organisme vivant visible depuis l'espace, ça fait vraiment deux écosystèmes très complexes. Et c'est pour ça qu'on souhaite s'y rendre. Je vois, je vois. Et quelles sont vos aspirations professionnelles? Du coup, comme je vous dis, nous, on est en année de césure actuellement. Donc, avant, enfin, on vient de finir notre stage de 6 mois. Donc, moi, pour vous donner un exemple de ce que j'ai choisi comme stage, c'était dans un bureau d'études environnementales. Et donc, c'était pour que les nouveaux bâtiments qu'on construit aujourd'hui, pardon, aient une certaine certification environnementale. Donc, nous, on accompagnait les projets immobiliers pour qu'ils aient cette certification, pour que les bâtiments soient plus résilients face au changement climatique, plus à l'écoute des problématiques environnementales aujourd'hui. Donc, ça, c'est un exemple. Voilà, c'était un stage de césure donc pour découvrir, mais c'est vrai que moi, j'aimerais bien quand même dans le futur avoir un métier qui se rapproche, enfin, qui œuvre dans le bon sens vis-à-vis de l'environnement, que ce soit un projet utile aux problématiques d'aujourd'hui liées à l'écologie et l'environnement. Précisément, je sais pas encore tout à fait. Peut-être les énergies renouvelables, peut-être autre chose, je sais pas encore. Vous ne savez pas encore. En France? En France, en En France. France, hein. Ouais. Notre objectif, après ce documentaire de 8 mois, donc, est de sensibiliser le public autour de la conservation de l'environnement. Comment?
En tant que jeune, vous avez 22 ans, c'est ça, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est ça, 22 ans. Comment allez-vous justement sensibiliser le public autour de la conservation de l'environnement? Justement, en fait, je pense que la plus grande difficulté, ça va être que les gens se sentent concernés, parce que c'est vrai que nous, on part à des milliers de kilomètres de la France. Mhm. Donc, comment se sentir concerné par une zone enfin, que la plupart de nos éditeurs ne verront pas et ne connaîtront pas. Donc, le but, ça va vraiment être de réussir à les faire voyager déjà avec les images qu'on va utiliser, puisque voilà, la région est tellement magnifique que ça va être assez. Enfin, ça va nous aider, ça va nous faciliter la tâche parce que le décor est grandiose. Donc, je pense que déjà, ça pourra facilement immerger le spectateur dans le documentaire. Mais c'est vrai qu'après, nous, voilà, nous, on est jeunes, on n'a pas d'expérience, on veut juste transmettre quelque chose d'authentique, en fait. Voilà, sans avoir la prétention de savoir, la solution au problème, mais juste voilà, découvrir un écosystème, connaître les gens qui le protègent, montrer qu'il y a encore des zones résilientes et fortes. Voilà, la forêt, elle a survécu à des milliers d'années, il faut qu'elle survive encore. Et ça, c'est grâce aux gens, enfin aux personnes qu'on va rencontrer. Et c'est comme ça qu'on espère toucher un peu le spectateur, voir que, enfin, leur montrer que tout n'est pas perdu et qu'il y a encore des beaux endroits dans notre planète, encore intacts, même s'ils sont quelquefois fragilisés. Oui, je vois. Et alors, vous avez souligné un peu plus tôt que vous aspirez à travailler en France. Comment analysez-vous le rapport de la jeunesse à Nancy sur ces questions de protection de l'environnement? Moi, je pense que je suis assez biaisée parce que je suis dans une école d'ingénieurs qui a vraiment mis l'accent sur cette thématique. Donc depuis, enfin là, j'ai fait 2 ans aux mines et donc en 2 ans, on a vu énormément de conférences liées au développement durable, mais dans Mhm. tous les domaines, comment tous les domaines justement sont concernés. Donc c'était pas que le département énergie, on montrait comment dans le département informatique, on pouvait également travailler dans le bon sens, entre guillemets. Donc, les gens que je côtoie jeunes sont très renseignés, très à l'écoute, très sensibles. Je dis pas que c'est le cas de tout le monde, hein. Il y en a qui, ça les touche pas, mais on respecte. Mais c'est vrai que la majorité des élèves sont quand même impliqués. Il y a une association, par exemple une association La Mine Verte écologique à l'école. Enfin, on a vraiment... Et ça se voit que nos professeurs, le directeur de formation essayent, c'est pas toujours le cas, mais essayent enfin, de faire intervenir des spécialistes, des chercheurs bah, qui nous expliquent un peu, qui approfondissent nos connaissances sur ces thématiques. Donc nous, on est très renseignés. Enfin, je pense que les jeunes aujourd'hui sont quand même beaucoup plus sensibles à la question environnementale qu'avant, parce que voilà, c'est nous qui allons être les plus impactés. Donc forcément, on essaye de se mobiliser au maximum. Vous, vous êtes né à Nancy? Non, je suis née, enfin, je suis née dans le nord, mais je viens de Laval, donc dans l'ouest de la France. Et en fait, j'ai fait ma prépa à Rennes, et c'est suite au concours des grandes écoles que j'ai eu les mines de Nancy. Et ça fait 2 ans seulement que je vis à Nancy. D'accord. Donc, le rapport avec la ville de Nancy, avec la jeunesse de Nancy, en dehors du cadre scolaire, vous C'est ne l'avez ça. pas. Je ne connais pas exactement. Je vois. Quelle solution pensez-vous apporter aux citoyens de la ville de Nancy, mais aussi en France et ailleurs, par le biais de votre documentaire? Vous avez dit que vous n'avez pas la prétention de présenter des solutions, mais vous allez quand même rencontrer des personnes, des communautés, vous allez voir comment les gens vivent. Est-ce qu'il n'y a pas dans votre démarche de diffusion d'informations sur les réseaux sociaux une ambition aussi d'apporter des solutions? Si, évidemment, en fonction de ce qu'on va découvrir, de qui on va rencontrer, je pense notamment aux scientifiques qui, qui connaissent probablement mieux que nous des solutions ou justement, pas forcément des solutions, mais comment éviter ou comment ralentir et limiter les conditions extrêmes néfastes pour l'environnement. Donc nous, c'est vrai qu'après, on aimerait bien quand même diffuser ce documentaire en Lorraine dans les universités, parce que c'est vrai que bah, déjà à l'école, et après, on a des contacts avec les B2 des universités, des autres écoles. C'est vrai qu'on aimerait bien le montrer. On avait en tête l'idée de montrer
principalement aux jeunes, mais on pense qu'évidemment, c'est une question intergénérationnelle. Mhm. Mais donc, c'est plus en le diffusant et après en discutant avec les étudiants, parce que je pense que chacun a son avis à partager et ça peut être enrichissant pour tout le monde, comme, même pour nous, même si c'est nous qui y sommes allés, discuter avec des gens qui ont des points de vue différents, ça peut également être enrichissant pour nous et pour eux. Donc, c'est plus discuter plus que dicter les solutions. Nous, on montre ce qu'on a vu, ce qu'on a appris, ce qu'on en a tiré et chacun après voit avec sa vision et ses connaissances ce qu'il peut apporter à autrui. Vous dites que votre école est sensible aux questions environnementales, a créé des associations, une association, les Mines Vertes. Vous avez suivi les dernières négociations, la conférence sur le changement, la conférence des Nations Unies sur le changement climatique? Oui, mais bon, en fait, je suis beaucoup de choses et malheureusement, en fait, c'est ce que je disais. En fait, moi, par exemple, la journée, je suis des cours liés à l'environnement. Le Mhm. soir, je rentre sur Instagram, je suis énormément de comptes aussi d'activistes écologiques. Je lis les rapports du GIEC, je lis les rapports de la COP28, même s'il n'y a pas grand-chose à lire. Euh, et justement, en fait, je trouve que des fois, j'en peux plus. J'ai l'impression qu'on essaye de faire plein de choses, mais qu'au final, y a rien qui se passe et c'est de pire en pire. Donc, j'essaye un peu de me détacher de tout ça parce que ça devient un peu anxiogène à la fin. Mais oui, évidemment, je me renseigne toujours et j'essaye de voir ce qui se fait, même si là, en ce moment, il y a un peu un trop-plein. Parce qu'évidemment, l'environnement, ça va également avec la justice sociale et ça, c'est pas que l'écologie et l'environnement, ça va aussi avec une. Ouais, c'est ça. Socialement, il faut aussi avancer. Là, en ce moment, c'est un peu compliqué de voir le positif, quoi. Oui, vous en avez un peu assez, on dirait. Les peuples autochtones et les peuples autochtones ont été quand même mis en avant cette année et certains des pays d'Amérique latine l'ont souligné. Oui. Les récentes conclusions de la COP28 ont été marquées par une volonté des États de s'éloigner des énergies fossiles. Les Mm, négociations n'ont pas abouti à un accord transparent sur la question du marché du carbone, d'après plusieurs pays en développement. L'Australie a été beaucoup critiquée mm, parce qu'elle fait partie des pays développés qui sont mis en avant pour avoir un double discours selon certains pays en développement. exactement. Ces questions de marché de carbone vous parlent ou pas? Oui, c'est compliqué euh, parce que ça part d'une bonne intention, je pense, mais il y a énormément d'abus sur cette thématique. Enfin, c'est facile d'acheter des compensations carbone pour avoir bonne conscience pour les grandes entreprises. Mais je pense que c'est pas il n'y a pas que du négatif à en tirer, mais je pense qu'il faut que ce soit un peu plus contrôlé. Mais je suis pas une experte dans la question. Mais pour rebondir sur ce que vous avez dit sur l'Australie, c'est vrai que c'est un peu divisé. Il y a ceux qui... En fait, l'Australie est très riche en charbon et ils considèrent que leur charbon, il est là, donc autant l'exploiter et continuer de l'exporter vers les pays d'Asie, principalement Asie du Sud, il me semble. Donc, le pays est assez divisé entre ceux qui sont contre et qui veulent respecter donc, les accords de Paris et ceux qui se disent, bah, nous, on a du bon charbon, pourquoi nous, alors que la Chine continue de polluer 3 fois plus ou je sais pas combien de fois plus, mais je veux dire, c'est assez ambivalent sur cette question. Vous qui travaillez sur les questions d'énergie, qui étudiez la question de l'énergie, les énergies renouvelables ont quand même eu une bonne nouvelle dans la mesure où elles sont dans l'accord. Euh, Quand vous voyez le travail de la Chine par rapport aux énergies renouvelables et l'utilisation du charbon par l'Australie, qu'est-ce qui ressort de vos analyses en tant qu'étudiante? Euh, ouais, en fait, c'est très bien. Enfin, la France, je pense qu'on est très bien d'un point de vue énergie, enfin, de notre mix énergétique. Après, c'est vrai que la Chine, on a l'impression qu'elle investit énormément dans les énergies renouvelables, mais en proportion, c'est peu, en fait. En quantité, c'est énorme comparé à un petit pays comme nous, la France, mais en proportion, ce qu'ils ouvrent en charbon est beaucoup plus important. Donc, faut voir la proportion et la quantité. Mais
je pense que quand même ça va aller dans le bon sens. Mais c'est vrai que la Chine, c'est compliqué, c'est compliqué du tout. C'est un peu affligeant les chiffres, mais je pense que ils vont continuer de produire avec du charbon, mais faut attendre encore quelques années en fait. C'est ça. Nous, en France, on a déjà eu ce pic-là qu'on a dépassé et qu'on a vaincu entre guillemets. Mais les pays, c'est vrai que c'est pas le cas de tous les pays. Les pays sont encore en un stade plus, j'ai pas envie de dire reculé parce que c'est néfaste, mais un stade différent, on va dire. Donc je pense qu'il faut attendre, faut laisser encore quelques années pour voir la tendance s'inverser. Et pour l'Australie, quelle serait l'alternative au charbon? C'est une bonne question. Bah, c'est les énergies plus vertes, quoi. Mais c'est vrai que le charbon, c'est quand même ce qui pollue le plus et les quantités astronomiques. Et en fait, il y a le charbon, enfin, il y a utiliser le charbon et l'utiliser aussi un peu plus intelligemment. En fait, par exemple, il y a des mines de charbon qui sont vraiment toutes proches de la barrière de corail. Et vraiment, on voit, enfin, il y a les bateaux qui passent, je ne sais pas combien de fois par jour, qui abîment la barrière de corail pour transporter justement ce charbon. Et donc voilà, on peut l'utiliser, enfin, quitte à l'utiliser, essayer de respecter un peu plus l'environnement alentour parce que là, c'est double peine, quoi. Et en plus, on va émettre du gaz à effet de serre par l'utilisation de ce charbon, mais en plus, sur le passage et sur le transport, on, euh, on détruit un écosystème très riche et important pour la planète. Et alors, pour revenir justement au sujet que vous allez traiter en profondeur de votre documentaire, est-ce que la question justement du rapport à l'énergie à travers la forêt sera traitée? Alors ça, c'est une bonne question. Donc c'est vrai que nous, on a énormément d'idées et d'envies sur les thématiques à aborder, mais il y a également pardon, énormément d'inconnus. Donc ça va vraiment dépendre de qui on va rencontrer. Il y a pas mal de paramètres qu'on ne maîtrise pas encore à l'heure actuelle, mais c'est vrai que si possible, oui, on souhaiterait aborder cette question. Alors, si j'ai bien compris, ce documentaire, il a été, enfin, cette idée de documentaire a été financée via du financement participatif sur la base d'une action donc collective entre vous et Hugo Laval et l'école des mines. Mais alors, quand Alors vous en êtes fait, inconnu, pardon. j'aimerais comprendre. Vous n'avez pas, Oui, alors ce n'est pas un voyage qui est encadré? Alors non, c'est pas du tout. C'est vraiment un voyage. On a eu l'idée nous-mêmes. L'école l'a su très tard. En fait, nous, c'est vrai qu'on travaille dessus depuis bientôt un an, mais l'école l'a su quand on a posté le premier message sur LinkedIn concernant cette cagnotte et Mhm. avec la vidéo de présentation. Donc c'est totalement indépendant. C'est pas du tout sous la tutelle de qui que ce soit. C'est nous, en année de césure, on fait ce qu'on veut. Quand l'école l'a su, évidemment, ils ont essayé de nous aider du mieux qu'ils pouvaient. Mais c'est vraiment indépendant. C'est une initiative personnelle, c'est un projet personnel, enfin commun à nous deux, mais voilà, sans aucune direction quelconque. Et alors, la rencontre entre Hugo et Louise, elle s'est fait comment en fait? À l'école, en dehors de l'école? À l'école, donc il faut savoir que la première année aux mines, c'est en tronc commun, et c'est qu'en deuxième année qu'on choisit notre département. Donc nous, c'est connu en première année en tronc commun. On avait des associations en commun, en fait, sportives notamment. Du coup, on D'accord. s'est rencontrés par le biais de ces associations. Euh, Et après, voilà, on a tous les deux compris que on avait la même conscience environnementale, enfin, qu'on aimerait, dans le cadre de notre année de césure, faire un projet dans ce sens-là. Donc, c'est comme ça que c'est venu. Et quel est le retour de vos parents? Alors, nos parents bah, sont enthousiastes. Ils sont un peu stressés, là, le départ approche. Donc, quand ils lisent les articles, qu'ils voient le nombre d'espèces d'insectes et d'animaux dangereux qui y vivent, ils sont un peu stressés, mais, euh, mais ils nous soutiennent. Ah, bah, c'est très bien. Ouais. Juste pour revenir sur ce documentaire. Alors, c'est un documentaire avec plusieurs inconnus et plusieurs envies de découverte. Ça sera en français, en anglais ou les deux? Alors, je pense, en fait,
qui aura une voix off et elle sera en français, je pense. Donc du coup, on laissera les interviews en anglais, mais ce sera sous-titré français. Je pense pour l'instant. C'est ce qu'on pense. Et ce En fait, documentaire, ce sera en français sous-titré anglais. allez-y, je n'ai pas bien entendu. Ce sera en français sous-titré anglais. Eh bien, pour revenir à vos études, c'est un cursus de 5 ans, c'est ça? Alors, du coup, je reste que 3 ans en mine parce que j'ai déjà fait 2 ans de prépa maths. Donc, du coup, j'ai déjà fait 2 ans en mine et il me reste ma dernière année donc, que je commencerai en septembre prochain. On retourne à l'école en fait en septembre 2024 pour finir notre dernière année. Donc, oui, bac plus 5 au final. Ce documentaire sera accessible par quel biais? Je pense qu'au début, on le gardera pour nous et on le diffusera, bah, comme je vous ai dit, on organisera peut-être des diffusions dans les universités, à l'école, etc. Et après, il sera disponible sur YouTube. Quel message souhaitez-vous faire parvenir à nos auditeurs ou aux personnes qui vous suivent pendant ces 8 mois? Bah, plutôt un message d'espoir, je dirais que tout n'est pas perdu, que voilà, à notre petite échelle, on peut essayer de faire, de mener des actions, même si on n'a pas l'impression parfois que ça change quelque chose. Faut y croire et qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir, beaucoup de personnes inspirantes qui œuvrent, qu'il faut écouter. Plutôt un message positif. Louise Legrand, donc merci pour cet entretien. Merci à vous.